Bonjour à toutes, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo qui concernera les différentes mutations et leurs conséquences phénotypiques. Dans cette première partie, nous verrons les différentes mutations et leurs conséquences moléculaires. Tout d'abord, un rappel sur l'origine des mutations. Les mutations trouvent leur origine dans le mécanisme de la réplication de l'ADN. Pour faire simple, il s'agit d'erreurs lors de la réplication de l'ADN. Ici, vous voyez qu'à partir d'un ADN initial du gène normal, on fait une réplication et on fait une erreur sur l'un des deux brins néoformés. Ensuite, dans une deuxième réplication, cette erreur va être à l'origine d'une erreur sur l'autre brin et ainsi on obtiendra un ADN complètement muté sur ces deux brins. Les erreurs lors de la réplication peuvent être spontanées et se faire au hasard ou au contraire être liées à un certain nombre de causes. J'en donnerai deux exemples, nous les reverrons lorsque nous étudierons les facteurs de mutation. Premier exemple, les dimères TT. Alors vous voyez que dans la molécule d'ADN, les nucléotides T ne sont plus attachés à leur nucléotide complémentaire A sur l'autre brin, mais s'attachent entre eux lorsqu'ils se succèdent. Ce genre de mauvais appariement entre les nucléotides entraîne des erreurs lors de la réplication. L'apparition de ces dimères TT est en particulier liée à la radiation ultraviolette qui peut entraîner la formation de ces dimères TT et donc augmenter le nombre de mutations dans l'ADN. Un autre exemple, ça peut être l'oxydation de certains nucléotides. Ici, vous voyez qu'on a oxydé un nucléotide guanine qui, comme il est oxydé, lors de la réplication, ne va plus s'apparier avec un nucléotide C, mais avec un nucléotide A, et donc va entraîner une mutation sur l'autre brin qui, par la réplication suivante, va donner une mutation sur les deux brins. Pour conclure, nous nous poserons la question, que devient la mutation? La mutation a un devenir très différent selon la cellule dans laquelle elle se produit. Tout d'abord, il peut s'agir de cellules somatiques, donc de cellules de n'importe quel organe. Et dans ce cas-là, cette cellule va se reproduire et toutes les cellules qui descendront de la cellule qui possède la mutation posséderont aussi la mutation. On le voit particulièrement dans le cas des cancers, où évidemment la cellule cancéreuse va transmettre sa mutation aux cellules filles qui deviendront elles aussi cancéreuses et vont finir par envahir l'organe dans lequel elles se multiplient. Dans le cas particulier où la mutation a lieu dans une cellule sexuelle, soit c'est une cellule souche qui va donc entraîner la mutation dans toutes les gamètes dont elle est à l'origine, ou bien c'est une mutation qui se produit lors de la formation finale des gamètes. Et dans tous les cas, s'il s'agit d'une mutation sur les cellules sexuelles, c'est l'individu tout entier issu de la fécondation qui va porter la mutation dans toutes ces cellules et qui va lui-même la transmettre à sa descendance. Donc dans ce cas-là, cette mutation devient héréditaire et touche toutes les cellules de l'organisme. Alors maintenant, nous pouvons parler des conséquences moléculaires des différentes mutations. Donc nous allons regarder chaque mutation et nous allons voir quelles sont les conséquences sur la protéine qui est codée par le gène muté. Nous prendrons pour cela l'exemple d'un gène normal, vous le voyez ici, avec son brin codant et son brin transcrit, l'ARN messager qui est issu de la transcription, et enfin la protéine qui est issue de la traduction des codons qui composent l'ARN messager. Nous pouvons étudier une première mutation qui est certainement la mutation la plus courante et la plus conservée par l'évolution, c'est la mutation par substitution. Cette mutation est une anomalie provoquée par le remplacement d'un nucléotide par un autre nucléotide. C'est celle que nous avons vue en exemple dans les premiers schémas. Donc nous la revoyons ici, vous voyez qu'un nucléotide T du gène normal a été remplacé par un nucléotide A dans le gène muté. La protéine qui est codée par le gène est différente. Le deuxième acide aminé, GLU, est remplacé par ARG. Donc un glutamate est remplacé par une arginine. Pourquoi? Parce que la mutation touche le deuxième codon et ce deuxième codon qui était GAG devient GUG. Le GAG code pour le glutamate
glutamate, alors que le GUG code pour l'arginine. La conséquence donc de cette substitution, c'est que la protéine change pour un seul acide aminé, donc c'est un tout petit changement. N'oublions pas que le code génétique est dégénéré. Cela sous-entend que plusieurs codons peuvent coder pour le même acide aminé. Si jamais la mutation entraîne l'apparition d'un nouveau codon, mais qui code pour le même acide aminé, alors la mutation sera dite silencieuse, puisque, comme vous le voyez sur cet exemple, la protéine mutée ne change pas. Vous voyez qu'ici, on a remplacé un codon GAG par un codon GAA, et les deux codent pour du glutamate, donc la protéine conserve son acide aminé normal, et il n'y a aucune conséquence moléculaire de cette mutation. C'est pour ça qu'on l'appelle silencieuse, parce qu'elle ne s'exprime pas. Il y a tout de même un cas où la mutation par substitution peut être grave. Il s'agit du cas où le changement de codon entraîne l'apparition d'un codon stop à la place d'un codon qui codait pour un acide aminé. Dans ce cas-là, l'acide aminé disparaît, mais aussi tout le reste de la protéine qui suivait cet acide aminé. Donc l'apparition d'une mutation dite non-sens est extrêmement grave. La protéine en général n'est plus fonctionnelle car il lui en manque une grande partie. Un autre exemple de mutation est la mutation par inversion. Vous voyez qu'ici on a inversé TC qui est devenu CT. Dans ce cas-là, vous voyez qu'au niveau de la protéine, il y a le changement d'un acide aminé. Les mutations par inversion peuvent toucher un ou deux codons selon où elles se trouvent et elles vont entraîner l'équivalent de la mutation de deux substitutions mais qui sont successives. Du coup, on a soit un, soit deux acides aminés, soit aucun acide aminé si jamais les codons touchés codent pour le même acide aminé que la protéine normale. Évidemment, il peut y apparaître aussi un codon stop qui, dans ce cas-là, entraîne une disparition d'une grande partie de la chaîne de la protéine et donc une mutation extrêmement grave dans ses conséquences moléculaires. Nous pouvons enfin parler des mutations décalantes. Il y en a deux sortes, soit la mutation par insertion ou addition d'un ou plusieurs nucléotides, ou bien la mutation par délétion d'un ou plusieurs nucléotides. À partir de cette mutation, eh bien, toute la lecture est décalée. Vous le voyez dans cet exemple, on a fait l'addition d'un nucléotide, on a rajouté un nucléotide G entre le T et le C. Évidemment, ça change le codon dans lequel le nucléotide a été ajouté, mais aussi ça décale la lecture de tous les autres codons. Et du coup, vous voyez que toute la protéine change. Et obligatoirement, si c'est une protéine assez grande, il va apparaître par hasard un codon stop. Et donc, en plus du changement de la grande majorité des acides aminés, sauf hasard, certains peuvent rester les mêmes, mais c'est par hasard, eh bien, il y aura le codon stop qui enlèvera une grande partie de la protéine. Donc, ces mutations par addition ont des conséquences extrêmement importante sur la molécule protéine. De même ici, une mutation par délétion. Vous voyez qu'on a enlevé un T entre les deux C du gène normal. Et dans ce cas-là, évidemment, non seulement va changer l'acide aminé où se trouve la délétion, mais là encore, toute la chaîne va être décalée dans sa lecture, donc tous les codons vont changer et du coup tous les acides aminés vont changer et au bout d'un certain nombre d'acides aminés, on verra apparaître un codon stop et le reste de la chaîne d'acides aminés disparaîtra. C'est exactement la même chose que pour l'addition au niveau des conséquences moléculaires. Donc nous voyons là que ces mutations décalantes sont les plus graves. Il y a un cas où elles sont un petit peu moins graves, c'est quand on insère ou quand on enlève 3 nucléotides ou un multiple de 3 nucléotides. Dans ce cas-là, eh bien, il y a un petit changement à l'endroit où on a enlevé, soit on a enlevé un acide aminé, soit on a changé 2 acides aminés, mais il n'y a pas de décalage
et donc tout le reste de la chaîne reste identique. Ces mutations-là sont moins graves si elles sont multiples de 3. En conclusion, quel bilan peut-on faire de l'effet des mutations? Eh bien, on voit que ces effets peuvent être très variés. Soit il n'y a aucun effet, il n'y a aucun changement dans la protéine parce que la mutation n'a pas entraîné une différence de sens et du coup on retrouve exactement le même acide aminé à la même place dans la protéine, donc il n'y a aucun effet. Soit il y a un petit effet, c'est le cas du changement d'un acide aminé pour un autre acide aminé qui lui ressemble, ou d'un acide aminé qui se trouve éloigné du site actif de la protéine et qui n'a pas vraiment de rôle fonctionnel. Donc dans ce cas-là, la protéine, elle est légèrement différente, elle a un acide aminé différent, mais sa fonction ne change pas. Donc c'est pratiquement une mutation silencieuse, sauf que quand même on peut la détecter au niveau de la séquence de la protéine. Ou bien parfois la mutation est plus importante et dans ce cas-là, elle diminue ou elle supprime l'efficacité de la protéine. La protéine ne peut plus fonctionner normalement, ne peut plus assurer sa fonction dans l'organisme et dans ce cas-là, en général, cela entraîne des maladies ou des désordres dans les cellules, soit la mort de la cellule, soit la mort de l'organisme, mutation héréditaire. Rarement, très rarement, cette mutation peut entraîner une nouvelle propriété, par exemple une enzyme qui deviendrait plus efficace ou bien qui possède des nouvelles propriétés catalytiques. Ça, c'est extrêmement rare, même si c'est cela que l'on met en exergue quand on parle d'évolution. On a l'impression que nous avons évolué parce que nous avons fait évoluer des gènes par des mutations qui les rendent meilleurs. En réalité, la plupart des mutations sont dites neutres au niveau de l'évolution, c'est-à-dire soit qu'elles n'ont pas d'effet, soit que les effets de la mutation sont trop faibles pour être sélectionnés ou observés au niveau de l'espèce. Et quand elles ont un effet important, eh bien en général, elles ne sont pas transmises à la descendance parce que ça entraîne une maladie ou bien parce que la sélection naturelle fait que les organismes malades ne se reproduisent pas autant et donc la mutation finit par disparaître au sein de l'espèce. Donc on peut dire que la plupart du temps, les mutations au sein d'une espèce ont un effet neutre au niveau évolutif. Vous verrez en terminale comment l'évolution a fait pour créer de nouveaux caractères à partir de gènes évidemment qui ne peuvent pas être donc du coup les gènes fonctionnels mais qui sont souvent des gènes copies des gènes fonctionnels que l'on transforme en gardant le gène fonctionnel en attendant que le nouveau gène ait un intérêt au niveau de l'évolution. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine fois. Au revoir.